La montre était dans un écrin de velours bordeaux, posée sur la table du petit déjeuner, à côté d'une tasse de café que Rémi avait préparée avant même que mon réveil sonne. Il faisait encore nuit dehors. En novembre, à Grenoble, le soleil se lève comme un convalescent, avec réticence et retard. Je m'étais assise en peignoir, les cheveux encore tordus du sommeil, et j'avais regardé la boîte sans comprendre tout de suite. « Joyeux anniversaire, Thaïs !» Sa voix était douce. Rémi a toujours eu cette façon de parler, lente, posée, comme s'il mesurait chaque syllabe avant de la libérer. C'est l'une des premières choses qui m'avait attirée vers lui, il y a 11 ans, dans ce couloir de faculté où nous nous étions bousculés par accident. Il était le genre d'homme qui s'excusait avec une précision chirurgicale, qui regardait dans les yeux, qui ne mâchait pas ses mots, mais ne les précipitait pas non plus. J'avais ouvert l'écrin. La montre était argentée, fine, avec un bracelet en silicone anthracite, un modèle haut de gamme, une Veltrix Pro, une marque suisse que je ne connaissais pas, mais dont le logo, un V minuscule gravé sur le boîtier, respirait une discrétion coûteuse. L'écran était éteint, et dans cet état de veille, la surface ressemblait à un morceau de ciel de nuit. Elle suit la fréquence cardiaque, le sommeil, les déplacements GPS. Tu disais que tu voulais mieux gérer ton stress au travail. J'avais souri, je l'avais remercié, je l'avais embrassé. Et j'avais mis la montre. Je travaille dans les archives centrales du département de l'urbanisme, rue Pérolière, un bâtiment en béton que les années 80 ont conçu sans amour ni honte. Mon poste est aussi ingrat qu'indispensable. Je classe, je numérise, je retrouve des documents que personne ne cherche jusqu'au jour où tout le monde en a désespérément besoin. Je m'appelle Thaïs Verneuil-Causse, j'ai 37 ans et je suis précisément le genre de personne qu'on oublie lors des réunions de service. Ce matin-là, je portais un manteau gris perle et la montre argentée au poignet gauche. Dès que je suis entrée dans l'open space, Célien Marouflard, mon collègue, ancien adjudant-chef de l'armée de terre, reconverti en gestionnaire de projets patrimoniaux depuis 6 ans, a levé les yeux de son écran. Célien a 52 ans, une mâchoire de roc, des mains trop grandes pour son clavier et un regard qui jauge avant de saluer. Il a servi en ex-Yougoslavie, au Mali, une fois brièvement en Centrafrique. Il ne parle jamais de tout ça. On le sait parce que quelqu'un l'a dit un jour et que depuis, ça flotte dans l'air du bureau comme une information qu'on ne redemande pas. Il m'avait regardé, puis il avait regardé la montre. Juste une seconde de trop. J'avais continué vers mon bureau, suspendu mon manteau, allumé mon ordinateur. Les services commençaient à se remplir. Dolores avec son café trop sucré, Iban qui sifflait toujours quelque chose qu'on ne reconnaissait jamais, la stagiaire Praxitel qui rangeait ses affaires avec cette application excessive, propre aux gens qui n'ont pas encore appris à paraître occupés. Vers 10 heures, Célien s'était approché. Il s'était penché comme pour regarder un document sur ma table, mais ses yeux n'étaient pas sur les papiers, ils étaient sur la montre. Son visage, d'ordinaire aussi expressif qu'une façade de tribunal, avait changé. Pas de façon spectaculaire, Célien n'était pas le genre à vaciller, mais quelque chose s'était retiré de ses traits, comme si une couleur avait été subitement absorbée par un fond blanc. Une pâleur précise, professionnelle, le genre qu'on acquiert quand on a appris à reconnaître les dangers avant qu'ils fassent du bruit. Il avait murmuré, à peine audible, « Tu dois contacter la police ». Pas de contexte, pas d'explication, 4 mots comme une sentence rendue à voix basse. J'avais senti quelque chose se contracter dans ma poitrine. Pas de la peur, pas encore. Plutôt cette sensation d'être sur le bord d'une marche qu'on n'avait pas vue. Mais j'avais des années d'expérience dans les couloirs de ce bâtiment, des années à apprendre que ce qu'on montre est toujours plus dangereux que ce qu'on pense. J'avais levé les yeux vers lui brièvement, j'avais détourné le regard avec la neutralité d'une femme qui vient d'entendre quelque chose d'anodin. Je n'avais rien dit. Je m'étais levée et j'étais allée à la machine à café. Le soir, j'avais retiré la montre dès que j'étais dans la voiture. Je l'avais posée dans la boîte à gants, entre un stylo sans capuchon et une carte de stationnement périmée. J'avais regardé mes mains sur le volant. Mes doigts ne tremblaient pas, mais quelque chose dans ma cage thoracique frémissait, comme une note tenue trop longtemps sur un instrument accordé trop haut. Rémi m'avait accueilli avec du risotto.
Nous avions mangé en parlant de choses ordinaires, les travaux de la copropriété, un documentaire qu'il voulait voir, sa mère qui appelait trop souvent. J'avais regardé ses mains couper le pain, ces mains que je connaissais depuis 11 ans, ces mains qui avaient choisi une montre, emballé une boîte, préparé du café avant l'aube. J'avais dit que j'étais fatiguée, que la montre était confortable, que je l'avais portée toute la journée. Il avait souri. Cette nuit-là, je n'avais pas dormi. Je restais allongée dans le noir, à écouter la respiration de Rémi, à chercher dedans quelque chose d'anormal, un code, un signal, une intention que 11 ans de mariage auraient dissimulée sous des habitudes tranquilles. Rien. Il respirait comme quelqu'un qui n'a pas de secret, régulièrement, profondément, avec cette sérénité de corps qui n'a rien à cacher, ou qui croit que personne ne cherche. Le lendemain matin, avant de partir, j'avais fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'avais cherché le modèle exact de la montre sur Internet depuis mon téléphone, dans les toilettes, avec le robinet ouvert pour masquer le silence. Veltrix Pro, V7 Surveillance Édition. Le mot m'avait sauté dessus, comme quelque chose qu'on laisse tomber. Surveillance. Ce n'était pas une montre de bien-être. C'était une montre conçue initialement pour la surveillance discrète de personnes. Champ magnétique, capteur de proximité, enregistrement audio ambiant activable à distance, géolocalisation permanente transmise en temps réel à un appareil maître. Elle avait été commercialisée dans le civil sous une version édulcorée, mais le cœur du dispositif était là, dans les entrailles du boîtier fin, comme une confidence. Mon mari m'avait offert un mouchard. J'avais coupé l'eau, regardé mon visage dans le miroir. Je n'avais pas pleuré. J'avais l'impression d'avoir traversé une membrane, d'être passé dans une pièce adjacente à ma vie, une pièce qui ressemblait exactement à la première, mais dont l'air était différent. Je m'étais souvenu de ces liens. Tu dois contacter la police. Il savait. Où il avait reconnu le modèle. Un homme qui a passé 20 ans dans des unités militaires apprend à identifier le matériel de surveillance dans tous ses formats. La Veltrix Pro V7 n'était pas grand public. Elle circulait dans des milieux spécifiques, des milieux qu'un adjudant-chef connaissait. Je n'avais pas contacté la police. Pas encore. Parce que j'avais besoin de comprendre avant d'agir. Contacter la police avec une montre comme seule preuve, c'était risquer de déclencher quelque chose que je ne pourrais plus contrôler. Rémi disparaîtrait dans le déni, les preuves éventuelles s'évaporeraient et je me retrouverais seule dans un mariage fracturé sans avoir rien élucidé. Je devais savoir pourquoi. Ce soir-là, pendant que Rémi regardait son documentaire, j'étais allée dans son bureau sous prétexte de chercher du scotch. J'avais regardé sans toucher, c'est une discipline, ne pas toucher ce qu'on observe, laisser les choses exactement là où elles sont pour qu'elles ne sachent pas qu'on les a vues. Son bureau était rangé, presque cliniquement. Rémi est ingénieur en systèmes hydrauliques, ses dossiers sont étiquetés, ses câbles sont attachés, rien d'inhabituel, sauf un post-it coincé sous le bord de son clavier, 4 chiffres et 3 lettres. Pas un code que je reconnaissais, pas un format qui correspondait à quoi que ce soit dans notre vie domestique. Ni code de carte, ni code de digicode, ni référence de dossier. Je l'avais photographié avec mon téléphone et j'étais retournée dans le salon sans le scotch en disant que je n'en avais finalement pas eu besoin. Le deuxième jour, j'avais attendu la pause déjeuner pour trouver Célien seul dans la salle de reprographie. Il photocopiait des plans cadastraux avec le soin méticuleux qu'il apportait à chaque tâche, comme si la précision était une forme de respect dû aux choses. Célien, il avait levé les yeux. La montre, qu'est-ce que tu as vu exactement ? Il avait regardé derrière moi, vers la porte, puis vers la fenêtre qui donnait sur la ruelle. Un réflexe, évaluer les points d'entrée et de sortie avant de parler. Je reconnaissais ça maintenant. V7. Je l'ai vu utiliser lors d'une mission de surveillance civile en 2014, pas en France. Un dispositif pour suivre des gens à leur insu. Le boîtier a une antenne intégrée ici, il avait indiqué l'angle inférieur droit de son propre poignet, qui transmet en continu à un récepteur. Quelqu'un reçoit tes données en temps réel, position, son ambiant, rythme cardiaque. J'avais avalé quelque chose qui n'avait pas de nom. Qui te l'a donné ? Je n'avais pas répondu. Il n'avait pas insisté. Thaïs, ce n'est pas un cadeau, c'est un dispositif de contrôle. Cette nuit-là, la deuxième nuit, j'avais réfléchi à la chronologie.
Rémi et moi, nous n'avions pas de conflit ouvert, pas de crise, pas d'infidélité déclarée, pas de fracture visible. Mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que j'avais classé depuis des mois dans la catégorie floue du stress professionnel, sans jamais vraiment l'examiner. Depuis 6 mois, Rémi rentrait plus tard. Depuis 6 mois, il avait changé son mot de passe de téléphone. Depuis 6 mois, il répondait aux appels en sortant de la pièce. J'avais catalogué ces fragments sans les assembler, parce qu'on ne fait pas ça. On ne monte pas en épingle les détails anodins de la vie d'un homme qu'on aime depuis 11 ans. On leur accorde le bénéfice du doute comme on aère une pièce, par habitude, sans y penser, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Mais il y avait aussi autre chose. 3 semaines avant mon anniversaire, j'avais reçu un message d'une inconnue sur mon téléphone professionnel. Un numéro masqué, 2 lignes. Demandez à votre mari ce qu'il fait le jeudi soir et avec qui. J'avais supprimé le message. J'avais décidé que c'était une erreur, une confusion, une mauvaise numérotation de quelqu'un qui voulait blesser quelqu'un d'autre. Maintenant, ce message revenait. Maintenant, il avait un contexte. Le 3e jour, j'avais agi. Pas de la façon que Célien aurait prescrite. Pas la police, pas encore. J'avais d'abord remis la montre. Je l'avais portée toute la journée, consciencieusement, en sachant qu'elle transmettait. Je voulais que Rémi croie que rien n'avait changé, que le dispositif fonctionnait comme prévu, que la femme au bout du signal continuait sa vie tranquille et surveillée sans en savoir rien. J'avais pris ma pause déjeuner en dehors du bureau. J'étais allée dans un café de la rue Championnet, j'avais commandé un thé que je n'avais pas bu et j'avais appelé une amie, Solwen, avocate spécialisée en droit de la famille, quelqu'un que je n'appelais jamais pour ce genre de choses et qui avait répondu à la 2e sonnerie comme si elle avait senti quelque chose. Je lui avais tout dit en 10 minutes. Elle avait été silencieuse pendant 3 secondes, puis « Est-ce que tu as la boîte d'emballage de la montre ? Oui ? Garde-la, ne touche à rien d'autre dans la maison. Ce soir, va dans une pharmacie, pas celle que vous utilisez habituellement, et achète une carte SIM prépayée. Appelle-moi de ce numéro demain matin. » Puis elle avait ajouté, d'une voix qui n'avait plus rien de juridique, juste quelque chose d'humain et de brûlant. « Thaïs, tu n'es pas en train de perdre la tête, tu es en train de reprendre le contrôle. » Ce soir-là, Rémi avait préparé des pâtes. Il m'avait demandé comment s'était passée ma journée. J'avais dit bien, ordinaire. Il avait hoché la tête et souri. Nous avions mangé face à face, et j'avais regardé cet homme, son front légèrement dégarni, ses lunettes qui glissaient toujours du côté droit, sa façon de mâcher avec un sérieux excessif, et j'avais cherché le moment exact où quelque chose avait dévié. Il y a des gens qui vous trompent par impulsion. Il y en a d'autres qui planifient. La montre m'avait appris à quelle catégorie appartenait mon mari. Après le dîner, il était allé dans son bureau. J'avais entendu le claquement discret de la porte, pas tout à fait fermée. J'avais attendu 20 minutes, puis j'étais allée dans notre chambre. J'avais sorti la boîte de la Veltrix de sous ma pile de pulls et je l'avais photographiée sous toutes ses faces avec la carte SIM prépayée que j'avais achetée à la pharmacie de la rue des Martyrs. Numéro de série, référence produit, code barre, tout ce que Solwen m'avait dit de capturer. Puis j'avais rouvert la boîte à gants de ma voiture, j'y avais pris la montre et j'y avais déposé à la place quelque chose de précis. Une feuille pliée en 4 sur laquelle j'avais écrit à la main, en lettres régulières, « Je sais », pas pour lui faire peur, pas pour provoquer une confrontation, juste pour rompre l'illusion que la surveillance était parfaite, pour lui signaler que le signal avait été détecté, pour lui retirer ce qu'il avait cru posséder, ma méconnaissance. 3 jours après mon anniversaire, Rémi était rentré tôt. Il avait l'air de quelqu'un qui avait pris une décision pendant le trajet, de quelqu'un qui avait répété quelque chose. Il avait posé ses clés sur le comptoir et il m'avait regardé d'une façon que je n'avais jamais vue sur lui. Pas de l'amour, pas de la culpabilité, quelque chose de plus complexe, comme un homme qui cherche à lire ce que l'autre a compris avant de décider quoi admettre. « Thaïs, oui, long silence. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire ? » J'avais posé mon livre. Je l'avais regardé avec le même calme que celui que j'avais mobilisé dans l'open space quand Célien avait murmuré ces 4 mots. Ce calme particulier qui n'est pas de l'indifférence, c'est de la concentration. C'est choisir l'économie de ses émotions parce qu'on en aura besoin plus tard. « Non », avais-je dit, « c'est toi qui as quelque chose à me dire. » Il avait ouvert la bouche, il l'avait refermée. Quelque chose s'était effondré dans son regard. Pas de la honte,
plutôt le soulagement étrange de celui qui n'a plus à entretenir le mensonge, qui peut enfin déposer un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps, même si ce fardeau s'appelait trahison. Il m'avait parlé pendant 1 heure. Je n'entrerai pas dans les détails, pas parce qu'ils sont trop douloureux, mais parce que ce qui compte n'est pas l'inventaire de ce qu'il avait fait. Ce qui compte, c'est ce que j'avais appris sur la géographie des mensonges, qu'ils occupent de l'espace, qu'ils colonisent des pièces entières d'une maison qu'on croyait partager équitablement, qu'ils mangent la lumière et que personne ne le remarque jusqu'au jour où quelqu'un regarde trop longtemps une montre. Le lendemain matin, j'avais rappelé Solwen depuis la carte SIM prépayée. Elle avait déjà commencé les démarches. J'avais porté plainte pour installation d'un dispositif de surveillance sans consentement, une infraction prévue à l'article 226-1 du Code pénal français, passible de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Célien avait accepté de témoigner de la nature du matériel. Les images que j'avais prises de la boîte avaient permis de retracer la commande jusqu'à un compte que Rémi utilisait pour ses achats personnels. Je n'avais pas crié, je n'avais pas pleuré dans les couloirs du commissariat. Je m'étais assise en face d'un officier de police judiciaire. J'avais posé mes documents sur la table avec le soin de quelqu'un qui a passé des années à archiver des choses importantes et j'avais parlé clairement, chronologiquement, sans enjolivure ni dramatisation. L'officier avait dit « Vous êtes calme ?» J'avais répondu « J'étais archiviste avant d'être victime. On classe avant de se plaindre. » Ce qui m'a le plus frappé dans toute cette histoire n'est pas la trahison. Ce n'est pas la sophistication du dispositif, ni la préméditation qu'elle révèle, ni même l'ironie d'un cadeau d'anniversaire qui se retourne. Ce qui m'a frappé, c'est la chaîne de regard. Célien qui regarde la montre. Célien dont le visage se décolore parce qu'il reconnaît quelque chose que son passé lui a appris à reconnaître. Célien qui choisit de parler, à voix basse, avec la précision d'un homme qui sait que les mots justes au bon moment peuvent changer quelque chose. Et moi qui choisis de ne rien montrer, qui retourne à mon bureau, qui va à la machine à café, qui rentre chez moi et mange des pâtes avec l'homme qui me surveille, et qui passe les nuits suivantes à reconstruire patiemment ce qu'il m'avait caché. Il existe une forme de courage qui ne ressemble pas au courage. Elle ne claque pas de porte, elle ne hausse pas la voix, elle ne s'effondre pas dans les bras de quelqu'un. Elle ressemble à une femme qui retire une montre en montant dans sa voiture, qui achète une carte SIM dans une pharmacie inconnue, qui écrit « J'essaie » sur une feuille pliée en 4 et la pose dans une boîte à gants entre un stylo sans capuchon et une carte de stationnement périmée. Ce courage-là est invisible, c'est pour ça qu'il fonctionne. La montre est maintenant dans un sac à sceller, quelque part dans les archives d'un tribunal correctionnel. Elle a rejoint les documents que personne ne cherche jusqu'au jour où tout le monde en a désespérément besoin. Je me demande parfois si elle enregistre encore, si elle transmet encore ses données à un récepteur qui attend, si quelque part un écran affiche la position d'un objet immobile dans une boîte hermétique, et si quelqu'un, de l'autre côté du signal, se demande pourquoi la femme qu'il voulait surveiller ne bouge plus. Elle ne bouge plus parce qu'elle est libre, et la liberté, parfois, ressemble exactement à l'immobilité.